Le territoire du 93 est fortement touché par la Covid depuis maintenant un an, un peu plus d'un an même. Et on se disait tout à l'heure avec Isabelle Marin, avec le groupe de travail qui s'est constitué il y a quelques semaines pour essayer de retenir des choses positives qui se sont produites pendant cette crise, et donc de créer à la fois un moment festif et aussi de pouvoir inaugurer d'ici quelques semaines une œuvre en mémoire justement des choses positives qui se sont tissées entre l'hôpital et la ville au sens large du terme, que ce soit évidemment ces institutions, que ce soit des bénévoles, des citoyens anonymes qui spontanément sont venus soutenir le centre hospitalier et ses acteurs dans la crise Covid, que ce soit sur la première vague ou sur les 2 et 3e vagues, puisque nous sommes actuellement en train de connaître une phase descendante, on va dire, de la 3e vague de prise en charge. Et l'idée, voilà, c'était de ne pas rester que sur des impressions tristes, négatives, dures, qu'on a pu connaître à la fois en tant qu'hospitalier, même si on avait la chance de pouvoir, la chance entre guillemets, de pouvoir sortir de chez nous pour venir travailler, mais que aussi chaque citoyen a pu connaître maintenant de manière alternative depuis un an, soit en étant malheureusement confiné à son domicile, soit en bénéficiant de trop courts moments, on va dire, de vie normale et de liberté. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est donc la journée inaugurale, on va dire, de ces festivités. On lancera officiellement un concours d'artistes pour une œuvre mémorielle qui aura justement pour but de retracer cette solidarité, cette spontanéité, cet élan de force et de courage qu'on a pu partager et qui, de fait, a déplacé un petit peu les lignes habituelles de frontières symboliques entre l'hôpital et finalement la population qu'il a en charge de soigner tout au long de l'année. Évidemment, la ville de Saint-Denis, mais pas que, puisque vous savez que le centre hospitalier de Saint-Denis couvre une population de 400 000 habitants. Et puis au dehors, donc, en plus de cette œuvre artistique qui sera une création nouvelle et qui trouvera sa place devant l'entrée du centre hospitalier de La Fontaine, même si cette œuvre reflètera évidemment l'ensemble des acteurs de l'hôpital, donc le site Casanova, mais également les sites ambulatoires qu'on peut trouver au cœur de la ville, je pense à la pédopsychiatrie notamment. Il y aura également une journée festive, voilà, où encore une fois, justement, on essaiera de franchir le temps d'une journée ces frontières symboliques avec des défilés, avec des moments de partage avec la société civile, comme on a l'habitude de dire, mais également tous les partenaires publics, privés, institutionnels du territoire, les associations qui sont venus nous aider dès le mois de mars 2020 et qui continuent encore à venir nous aider pour pouvoir affronter cette crise. Je ne vais pas être trop long, puisque là, tout l'intérêt de votre venue ici, vous avez bien raison, c'est d'entendre M. Dechassé, M. Ibert, justement, penser et discuter avec vous l'art dans la crise, l'art dans la ville. Je dirais simplement, avec quelques souvenirs de formation littéraire, pour le directeur financier que je suis devenu, qui avait une distinction assez traditionnelle chez les Grecs, mais là je ne voudrais pas non plus me faire reprendre par les spécialistes, entre la physis, la nature, et la poiesis, qui est la création. Et de fait, la maladie, comme toute maladie, nous renvoie, on va dire, assez brutalement à notre structure biologique et à un côté très terre-à-terre, en fait, de notre relation à la nature. Et peut-être, il n'est pas étonnant que justement, en réponse à cette violence du rappel de notre aspect biologique, eh bien, on soit tenté collectivement d'essayer de tisser les liens les plus humains, les liens de solidarité, et de répondre à cette attaque, entre guillemets, par quelque chose qui relève de la création et de l'art, même si la poésie grecque, en fait, était très large et allait bien au-delà de l'art tel qu'on peut aujourd'hui le concevoir en Occident, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être cette magnifique forme de créativité, de solidarité qu'il faudra retenir, et on est extrêmement heureux. François Lotte, le président de la communauté médicale d'établissement et par ailleurs directeur médical de crise, et moi-même, eh bien d'inaugurer officiellement,
on va dire, le lancement de cette œuvre mémorielle et de ces festivités de commémoration. Et en plus de la commencer de la plus belle des manières, puisque nous avons la présence d'Éric de Chassé et de Monsieur Ibert qui vont animer cette conférence. Et c'est un grand honneur. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation pour venir partager votre savoir, votre expérience et vos réflexions, parce que c'est aussi ô combien humain de pouvoir penser ensemble. Merci beaucoup et je passe la parole à François Lotte. Merci Yoann. Donc moi je suis aussi chef du service de médecine interne et donc c'est dans un des services qui a accueilli beaucoup de patients avec la Covid depuis maintenant 14 mois. Je crois que c'est vrai que si on avait demandé aux médecins, notamment ceux de ma génération, s'ils avaient envisagé une seule fois de se retrouver face à une pandémie, d'une maladie émergente, potentiellement létale, extrêmement contagieuse, et qui affecte notre société comme elle l'a affectée, je pense que peu auraient dit qu'ils se sentaient déjà prêts à ça. Et c'est vrai que nous avons été depuis 14 mois dans une crise sanitaire tout à fait exceptionnelle et qui a débuté de façon très, très brutale, qui nous a saisis. Il y a eu un besoin de transformation de notre système de santé qui a été majeur. Et c'est vrai que dans un établissement comme ici, nous sommes en première ligne puisque la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus touchés par cette maladie, à la fois en nombre de personnes malades et aussi en nombre de personnes qui ont été extrêmement gravement touchées par la Covid. Donc, au mois de mars, quelques jours avant que la situation n'explose, on était dans une espèce d'attentisme, on se demandait ce qui allait se passer, on avait quelques patients, et c'est vrai qu'en 15 jours, la situation s'est totalement transformée avec l'arrivée massive de patients, et donc il a fallu que l'hôpital puisse répondre, et ça a été tout un travail immense de l'ensemble des gens qui travaillent dans l'établissement pour pouvoir répondre, soigner, éviter des scènes d'encombrement des urgences, des morts indues. Et tout ça, ça a nécessité de réorganiser, d'ouvrir des services, faire des équipes médicales, paramédicales, convaincre, avoir les moyens des équipements de protection. Ça a été un moment très difficile. Et tout ça pourrait être présenté de façon, je pense, assez négative. Et je pense qu'au contraire, c'est un peu l'objet de tout ce travail, de cette œuvre, c'est montrer que face à une situation inédite et d'une extrême gravité, eh bien, il y a eu une force vitale incroyable, des gens qui ont travaillé pour les autres, hein, c'est aussi un élément très important, et qui ont finalement permis de limiter la gravité de la crise sanitaire grâce à cet engagement sans faille. Alors bien sûr, c'est une situation qui faisait peur, il y a des personnes qui n'ont pas pu affronter cette situation, mais ceux qui sont révélés dans ce moment de grande difficulté, ben, ils ont été remarquables. Ils l'ont été d'abord pendant les premiers mois de la crise et finalement au long cours, puisque maintenant on est dans une forme un peu plus chronique. Donc l'établissement s'est organisé, il a fallu aussi soutenir à la fois les familles, les patients, parce que c'est vrai que c'était un moment très difficile d'isolement dans la maladie, et voire dans la fin de vie, et on a fait un gros travail par des équipes de l'établissement, mais aussi grâce à des personnes venues de l'ensemble du territoire, pour pouvoir apporter un soutien dans la mesure de ce qu'on pouvait faire, mais indispensable à ces personnes en situation de grande détresse, et puis aussi soutenir l'ensemble des acteurs de l'établissement qui étaient engagés et qui avaient besoin dans la durée d'être aidés, même si leur engagement ne faisait pas défaut. Et ça a été aussi un travail très important, là aussi, de personnes de l'établissement, mais aussi des gens de l'extérieur. On a eu un travail sur le territoire entre les différents établissements de santé, qui était quelque chose d'assez inhabituel malgré tout, hein, avec les cliniques d'environnement, le centre cardiologique du Nord par exemple, pour la réanimation. Et c'est vrai que cet épisode a fait tomber des barrières, ce qu'on aurait aimé finalement ne pas voir revenir. La vie reprend le dessus par moment, donc les habitudes reviennent. Un exemple simple, hein, le transfert des patients. Notre
les patients qu'on prend en charge dans cet établissement n'ont souvent pas de mutuelle complémentaire, donc l'accès aux soins de suite est très difficile pour ces personnes. Eh bien, il y a eu, l'ARS a pris à charge, entre guillemets, les frais et a donné une garantie financière, et ces patients ont pu partir de façon beaucoup plus fluide dans des structures de convalescence, ce qui serait un fonctionnement normal pour nous, on n'a pas malheureusement, mais qui a aidé. Et c'est vrai que, comme toujours, dans cette situation-là, c'est une somme de petits événements aussi qui permettent de tenir, de durer, de réussir. Donc, globalement, je pense qu'il faut garder de cette période, alors on parle beaucoup de la première vague, puisque c'est à la suite de la première vague qu'on a eu l'idée de faire cette œuvre, un sentiment, je crois, à la fois de fierté de ce qui a été fait, d'accomplissement, parce qu'on a eu vraiment un travail énorme et gigant, vraiment énorme. Et je pense que même si on a eu beaucoup de difficultés, même si cette crise a souligné des défauts dans la structuration de l'offre de soins, dans l'appréhension par plein de gens de ce qui pouvait se produire, et notamment une épidémie de cette nature, je pense qu'il faut essayer de rester sur une vision qui conforte les gens dans ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont engagés, ils ont été extrêmement courageux, et montrer qu'on est reconnaissant par rapport à ça. Et que ce travail, c'était un travail de gens qui sont des professionnels, mais aussi avec le soutien de l'ensemble des intervenants de la vie civile, finalement, du territoire, et des autorités, qu'elles soient municipales ou sanitaires ou régionales. Et donc, l'idée de montrer l'aspect, la force vitale qui a permis de passer ce cap, et je pense un très bon choix, plus que une mémoire auprès des gens qui ont succombé à cette maladie, même s'ils sont dans nos esprits, hein, on les connaît, c'est nos patients, c'est nos proches, il n'y a pas quelqu'un dans ses connaissances qui a été atteint, mais la volonté de souligner finalement la poursuite, la démarche et l'explosion finalement de cette vitalité, je pense que c'est une démarche très, très intéressante, et c'est, je pense, ce vers quoi on se dirige. Donc merci à ceux qui sont là d'être venus, merci aux orateurs, et puis j'espère que la conférence se déroulera au mieux possible. Merci François. Donc en attendant de savoir si un jour on aura les surblouses en sac poubelle ou les masques dans les nappes en tissu à fleurs dans les musées, eh bien, je propose de laisser la place à nos orateurs pour lancer officiellement cette conférence « L'art dans la crise, l'art dans la ville ». Isabelle, peut-être en dernier mot d'introduction, vous qui portez depuis presque un an maintenant l'initiative du projet. Oui, non, je voulais rappeler quand même le projet, pour ceux qui ne le connaissent pas, beaucoup le connaissent. Donc l'idée, c'est d'avoir une œuvre mémorielle qui serait sur l'esplanade de l'hôpital, et qui serait donc une œuvre sculpturale. Et l'idée, c'est qu'il y a un concours d'artistes pour que le maximum d'artistes puissent aussi être un peu rémunérés pour cette prestation, avec un concours donc, qui va être ouvert le 26 mai, avec un cahier des charges qui va être diffusé. Il y aura une première partie du concours avec la sélection d'une quinzaine d'artistes qui seront ensuite amenés à faire un projet plus conséquent, et on choisira dans un deuxième temps l'œuvre qui va être érigée. On a demandé aussi à l'ensemble des gens de l'hôpital et des bénévoles qui ont travaillé au moment de cette crise d'envoyer des mots pour pouvoir un peu inspirer les artistes, donner un peu des idées de ce que tout le monde voulait faire représenter. Donc on a aussi ces nuages de mots qui vont être donnés aussi pour les artistes. Et voilà, donc c'est vrai que l'art, c'est ce qui nous a manqué pendant tout le confinement, enfin ce qui a manqué à tout le monde, mais ce qui a aussi beaucoup manqué aux malades, parce que l'art, ça soigne quand même. Et donc c'est aussi cette idée-là qu'on veut faire représenter dans ce concours. Voilà. En préliminaire, j'ai en fait cherché, je ne suis pas spécialiste du tout des questions d'iconographie de la santé ou que sais-je, hein, donc je me suis improvisé pour cette conférence un petit peu, mais j'ai effectivement cherché des représentations de la maladie, des représentations des grandes pandémies dont on connaît l'existence dans l'histoire, et en réalité, j'ai trouvé très peu de représentations.
avant des époques relativement avancées, c'est-à-dire pas de représentation directe ni à Babylone, ni en Égypte, ni dans la Grèce antique, ou pratiquement pas, en tout cas pas de représentation vraiment satisfaisante ou très claire. Pas ou peu de représentation dans l'art byzantin, pas ou peu de représentation en Chine, en Inde, au Japon, avec des traités médicaux, oui, ça existe, mais pas de représentation en tant que telle d'événements historiques négatifs. Alors, j'ai essayé simplement, enfin en réfléchissant comme ça, sur les raisons qui pouvaient expliquer cette absence de représentation, de formuler des hypothèses qui n'ont pas d'autres caractéristiques que d'être des hypothèses. Et je pense que je peux en formuler 2 ou 3. Un, l'omniprésence de la mort dans les civilisations et dans les sociétés anciennes, qui fait que la mort n'a pas de caractère particulièrement remarquable, et l'omniprésence de la maladie également, pas de caractère remarquable. Donc c'est présent sur la question de la survie de la personne et donc de comment on traite le mort et sa survie, mais pas... et donc, il y a toutes les images religieuses qui, en fait, sont liées à toute cette situation. Mais à ce moment-là, je pourrais en dérouler des milliards, ça n'est pas la question, mais pas de singularisation de ces événements. 1. 2, pas de compréhension de la nature de ces événements, et donc une vision qui est une vision du cas individuel sans compréhension de la multiplication des cas collectifs et de ce que l'on peut en faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans la littérature, quelles que soient d'ailleurs les civilisations, de mentions, de crises et de pandémies, ça on en a, mais pas spécialement de représentation visuelle. En tout cas pas conservée, parce que ça c'est encore une autre chose. Troisième chose, c'est que pour qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait un système de représentation. Et ça, c'est à mon avis la chose la plus importante, enfin, qui peut nous concerner aujourd'hui de la façon la plus importante. C'est que pour qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait un système de représentation généralisé qui parte du principe que tout événement a vocation à être mis en image ou à faire œuvre autour de laquelle on peut se retrouver. Et en réalité, ce qui nous semble très naturel de ce point de vue-là, ne l'est pas du tout à l'échelle de l'histoire de l'humanité. On a même dans les systèmes artistiques dans lesquels on a l'idée d'une importance de la représentation, je pense par exemple au système artistique en Chine, dans la peinture traditionnelle, on ne représente qu'un certain type d'événements, et fondamentalement, on ne représente que des événements positifs. Les événements négatifs n'ont pas vocation à être commémorés, remémorés par l'intermédiaire de l'art. L'art est plutôt une occasion de célébration qui peut avoir des accents plus ou moins positifs, mais quand même, globalement, on est dans ce type de régime. Alors, je ne voudrais pas trop généraliser à partir de ce que je viens de dire, et en tout cas ne pas le graver dans le marbre, mais c'est quand même une sorte d'hypothèse. Donc, juste pour donner une idée, grosso modo, avant le Moyen-Âge, on ne trouve pratiquement pas de représentation autre que celle qu'on trouve dans les traités médicaux. J'aurais pu en prendre dans différentes ères civilisationnelles. J'en ai pris là simplement dans des traités médicaux relevant des arts de l'islam, avec l'apparition notamment de la lèpre, et avec, bon, ça c'est une science très récente pour moi, mais avec une sorte de confusion d'ailleurs dans les représentations, ou d'indistinction entre la lèpre et les épidémies de peste, qui font que très souvent vous trouvez, quand vous allez sur des sites internet où on vous met des images de la pandémie, etc., vous trouvez des images dont on vous dit qu'elles sont des représentations de la peste, et qui sont en fait des représentations de la lèpre, qui n'ont pas ce caractère de représentation d'une épidémie ou d'une pandémie en tant que telle. C'est par exemple une des images qui a le plus circulé depuis l'apparition de la Covid, c'est cette image que vous trouvez à droite, qui est en général titrée, à cause d'une erreur de titrage de la British Library de Londres, comme étant une représentation
de clercs atteints par la peste recevant une instruction d'un évêque. Ce qui est clair, c'est qu'on voit apparaître les premières représentations négatives, pas forcément de la maladie en tant que telle, mais en tout cas des effets de la maladie au moment de la grande épidémie de peste noire dans les années 1340, 1350. Et vous savez qu'ensuite, il y a eu en Occident, mais aussi dans l'ensemble, puisque c'est une vraie pandémie mondiale, hein, en tout cas du monde connu de l'époque, c'est-à-dire celui qui va grosso modo de la Chine jusqu'à l'Afrique. On n'a pas les mêmes informations pour le monde de l'autre côté de l'Atlantique. Mais donc cette grande pandémie est une vraie pandémie mondiale qui connaît un certain nombre de répliques sur une période extrêmement longue, après des périodes très concentrées. Et dans ces moments très concentrés, une des premières images qu'on trouve, qui soit très explicite, c'est cette miniature qui est vraisemblablement datable de 1349 que vous avez ici, qui ne représente pas la maladie, mais ses effets, c'est-à-dire des enterrements de masse que vous avez ici. On trouve d'autres représentations qui sont des représentations plus précises, mais qui sont postérieures, c'est-à-dire qu'une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que l'évolution des régimes de représentation dans l'Occident, avec l'apparition de quelque chose où on sort d'uniquement l'imagerie religieuse et non réaliste à partir des prémices de la Renaissance, la fin de l'époque gothique, conduit à avoir en mémoire les épisodes de peste les plus sévères, peut-être d'avoir pu assister comme témoin à des cas de réplique, et donc à des malades portant un certain nombre de symptômes. Et cette huile qui est produite en Belgique à la fin du XVe siècle, que vous avez ici à gauche, en est un des exemples. Vous avez la combinaison d'une scène religieuse avec un saint appartenant à un passé qui n'est pas précisé, en l'occurrence Saint Sébastien, qui se trouve en haut de l'image avec tout percé de flèches. C'est à ce moment-là que le culte de Saint Sébastien se multiplie comme intercesseur dans les cas de pandémie avec Saint Roch, dans l'ensemble de l'Occident chrétien. Une scène concrète et réaliste d'ensevelissement, de prière, de troubles de la société, qui est représenté par le petit groupe qui est sur la gauche, et puis deux symptômes de maladie avec un bubon qui apparaît sur le cou de la personne qui est en train de convulser au sol à côté des personnes qu'on est en train d'ensevelir. Tout ça conduit à des cultes de saints qui vont protéger des effets de la pandémie. La réponse, c'est d'abord une réponse religieuse, et l'art qui s'exprime à ce moment-là, c'est d'abord un art religieux qui peut combiner dans un certain nombre de cas la représentation de la maladie, que ce soit une maladie de type pandémique ou que ce soit une maladie plus constante, pardon de ne pas maîtriser correctement les distinctions, et des symboles religieux qui mêlent, dans la tradition chrétienne autour de la question de l'incarnation, la rédemption, la possibilité de sortir de la maladie, mais la seule vraie sortie de la maladie qui est envisagée dans ce cadre conceptuel et mental, c'est l'au-delà, c'est-à-dire la mort et la bonne mort qui permettra d'avoir une nouvelle vie qui sera débarrassée de la maladie, et la représentation de la maladie elle-même, avec de façon très singulière, dans une œuvre qui est sans doute une des plus importantes de l'histoire de l'art, le retable réalisé par Matthias Grunewald, un peintre rhénan qui travaille donc entre l'Alsace et ce qui est actuellement l'ouest de l'Allemagne, d'un grand retable qui est réalisé pour un hôpital, et dans lequel le Christ mort, qui est la figure par laquelle passe la rédemption, passe la vie dans l'au-delà, avec les autres panneaux qui représentent la résurrection, etc., et puis d'autres panneaux qui représentent Saint Antoine, dont on a vu précédemment que c'était un intercesseur important. Le Christ est aussi porteur des symptômes de la maladie qui est traitée de façon principale dans cet hôpital, c'est-à-dire l'ergotisme,
qui est aussi appelé feu de Saint-Vincent et autre chose de ce type-là, à cause des convulsions qui pouvaient exister. Donc avec cette représentation très saisissante, et là vous avez une image un peu exclusive, parce qu'elle montre il vient d'être restauré, enfin il est en cours de restauration, le panneau du bas, là près d'elle, et on voit beaucoup mieux les symptômes de la maladie sur le corps du Christ, mêlés à des éléments de flagellation, etc. Une des manières donc de représenter l'effet des pandémies, c'est de les éternaliser, de les débarrasser de leur spécificité historique et d'en faire un lien avec des événements qui se sont passés dans un passé plus ou moins déterminé, qui est celui soit de l'histoire gréco-romaine, soit celui de la Bible. Donc on est toujours dans une vision qui est une vision qu'on peut qualifier d'eschatologique, c'est-à-dire que la maladie n'est pas en soi quelque chose que l'on traite, elle n'est qu'un élément que l'on représente pour dire qu'il va se passer quelque chose d'autre, que Dieu intervient dans l'histoire pour donner une solution à cette situation. Avec du coup des figures qui deviennent des figures répétées d'un artiste à l'autre dans cette représentation. Au moment où la peste revient en Europe de façon massive, d'abord par l'Italie, donc dans les années 1630, on voit bien, par exemple, chez Nicolas Poussin, artiste français qui vit à Rome à ce moment-là, on appelle cet épisode la peste de Milan, donc elle est précisément, enfin, il y a très peu de cas à Rome, mais il y a quand même un certain nombre de cas. Poussin ne représente pas ce qu'il a pu éventuellement voir, il représente un épisode de la Bible qui est le châtiment divin contre les Philistins ennemis d'Israël, qui sont frappés par la peste, avec ce qui peut apparaître comme réaliste au premier regard, est en fait une reprise de motifs qui existent déjà dans des images antérieures. Et je mets ça en ayant en tête le projet qui est celui que vous portez, parce que effectivement, on a souvent l'impression que les images naissent d'elles-mêmes, qu'elles naissent d'une situation. En réalité, il n'existe pas, ou pratiquement pas, d'images qui ne soient pas déjà liées à des images qui les ont précédées. C'est plus ou moins conscient. Normalement, le travail de l'historien de l'art, c'est de faire en sorte que ces chaînes de création des images deviennent explicites, alors qu'en général, elles sont implicites. Mais on considère comme beau, comme intéressant, comme pertinent, ce qu'on a en fait déjà vu. D'où le fait que, par exemple, il y a tout un travail qui a été fait sur le fait que les images qui remportent des prix, les images de photojournalisme qui remportent des prix, sont en général les images qui ont l'air d'avoir été faites sur le vif, et qui sont souvent faites sur le vif, mais qui en fait reprennent des figures qui existent dans l'histoire de l'art depuis longtemps et auxquelles tout le monde est habitué. Et donc on identifie tout de suite l'image comme étant une image forte. Il existe, cela dit, quelques représentations de ces épisodes de peste qui sont plus ou moins contemporaines, notamment une image qui est très exactement contemporaine, qui est cette petite eau-forte d'un artiste pas très important, Melchiorre Gherardini, que je vous ai mis ici à droite, et où on voit essentiellement représenter, non pas la maladie, mais la multiplication des morts et les effets que cela a sur les vivants, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment on gère, comme on l'avait dans l'image de tournée de 3 siècles auparavant, qu'est-ce qu'on fait avec les conséquences, et les conséquences, c'est essentiellement gérer les cadavres, arriver à faire des enterrements, et ce qu'on représente, c'est la multiplication de cette situation, perdons de la mauvaise qualité de l'image, et puis on représente aussi les éléments pittoresques qui ont à voir avec non pas le traitement, mais la protection de ceux qui vont assurer l'organisation de la société, en particulier les médecins, avec cette représentation d'un docteur allemand exerçant à Rome, qui a beaucoup frappé un de ses
contemporain. Et puis ce qu'on représente aussi, et là encore, j'ai à l'idée en vous montrant ça, le projet que vous portez, c'est le fait qu'une fois que l'événement est terminé, puisqu'on est dans un système qui est entièrement dominé par la religion, quoi qu'on fasse, on a du mal à concevoir à quel point c'est vrai, ou peut-être on le voit dans certaines rencontres qu'on peut faire, mais dans la société occidentale, c'est une chose qui a disparu de façon assez large pendant un certain nombre d'années. Effectivement, on garde en mémoire ces événements traumatiques comme ayant été des épreuves imposées par Dieu, et s'ils n'existent plus, c'est forcément aussi grâce à une intervention divine. Donc effectivement, on célèbre, on commémore ces événements, mais plutôt on célèbre l'intervention de Dieu d'une manière qui est aussi une manière propiatoire, c'est-à-dire pour éviter que cela puisse se répéter. Donc ça donne naissance à beaucoup d'œuvres d'art, ça donne naissance aussi à des représentations comme celle ici de Francesco Guardi, un artiste vénitien, des fêtes qui ont lieu chaque année à Venise pour célébrer la fin de la peste de 1630, dont vous avez vu des images précédemment. Et puis ce qu'on fait aussi quand on représente ces événements épidémiques, c'est de célébrer l'action du pouvoir politique en face de ces événements de pandémie, y compris en distordant complètement la réalité pour les besoins de la propagande. On en a des représentations relativement tardives après la Révolution, par exemple dans ce tableau de Jean-Antoine Gros, qui est très célèbre, et qui est très grand aussi, qui est une commande de Napoléon, enfin de Bonaparte encore au moment où il passe la commande, mais qui sait qu'il va devenir empereur à ce moment-là, d'un épisode en réalité très peu glorieux de son accession au pouvoir, enfin de la façon dont il s'est fait connaître, c'est-à-dire de la campagne d'Égypte, pendant laquelle il a laissé mourir et les soldats français et encore plus évidemment l'ensemble de la population musulmane au moment du siège de Jafar, en faisant d'ailleurs une chose que les combattants arabes de la région ne faisaient jamais, c'est-à-dire en laissant les corps morts en charnier sur le champ de bataille, sans les enterrer, et ça a créé une épidémie de peste. Et donc là, on a un tableau qu'il commande pour montrer qu'il est en figure de guérisseur. Il a remplacé le saint qu'on voyait tout à l'heure, il a remplacé le prêtre, c'est lui la figure qui incarne l'autorité, en l'occurrence là l'autorité militaire, mais c'est pareil avec l'autorité civile, qui va organiser les soins. En l'occurrence, on sait qu'en réalité, ils n'ont pas été organisés, qu'il les a laissés mourir, un, et deux, qui se met en position centrale de celui qui va quasiment signifier qu'il peut guérir le malade. Vous voyez qu'il n'a pas peur, tous ces gens ont la peste, et lui, il est général fringant, très très bien habillé, en train de les toucher directement, ce qui évidemment n'a pas pu se passer. Hein. Et cette manière de représenter, elle perdure aussi, et vous pouvez en chercher des images, vous les connaissez sans doute mieux que moi, y compris aujourd'hui de la représentation que le pouvoir politique organise de sa gestion de la crise. Évidemment, on a l'habitude de se dire, ah oui, on voit tout de suite des images de Bolsonaro et d'autres, mais en réalité, si vous commencez à regarder avec ce prisme-là, beaucoup des images qui sont présentées, elles répondent à ces mêmes mécanismes que je suis en train ici de mettre en valeur. Ça continue pendant toute la période, quel que soit le régime, et là encore, j'aurais pu en prendre de très nombreux exemples. Je vous montre juste un exemple à gauche du traitement pictural de l'épidémie de choléra qui a eu lieu en 1832 en Europe de l'Ouest, essentiellement, avec, alors c'est pas la même représentation exactement, mais on est quand même dans le même genre de choses, c'est-à-dire un représentant du pouvoir, ici le fils du roi, qui va visiter les malades et les toucher au risque de sa santé, et faire en sorte d'organiser les choses. Tout ça passe par une érotisation des corps par ailleurs, etc. Pendant que la réalité, elle, est dénoncée,
puisque là on voit apparaître des images qui dénoncent l'attitude du gouvernement. C'est parmi les premières images qui dénoncent l'attitude du gouvernement dans une situation de crise sanitaire, l'apparition du choléra, avec cette eau-forte de 1832 qui lie la crise sanitaire à une crise politique, puisqu'on a un changement de régime en 1832 avec l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, et qui rend le pouvoir politique responsable de la situation sanitaire d'une façon assez violente. On a des représentations de ces épidémies de façon plus ou moins importante. Une de celles qui personnellement m'intéresse le plus, parce qu'elle ne correspond pas au code de la représentation occidentale, où elle n'y correspond que de façon indirecte, c'est celle qu'on trouve dans ce qui s'appelle les comptages d'hiver, winter counts, qui sont réalisés de façon très traditionnelle avec des instruments qui n'ont pas, sur des supports qui n'ont pas perduré par un certain nombre de sociétés amérindiennes, en particulier celles des plaines, et en particulier autour des différentes nations Sioux. On en a des traces aujourd'hui par l'intermédiaire de ce qui a été fait une fois qu'ils ont été mis dans des réserves et où les Blancs leur ont donné des crayons et des cahiers pour le faire sur des supports qui vont rester. Mais vous voyez ici, par exemple, donc, en fait, chaque année est représentée par un pictogramme, par un dessin qui représente l'événement majeur de l'année. Et pour les années 1800, donc les dates ne sont pas portées, ça c'est des choses rajoutées par les Occidentaux, mais vous voyez à au moins 3 dates ici, en 1851, en 1861 et en 1874, que la nation Lakota Sioux des plaines de l'Ouest a été touchée par des épidémies de petite vérole pendant ces 3 années qui sont représentées de façon très sommaire hein, et très directe ici, avec à la fois des troubles intestinaux, etc., et des apparitions sur le corps de différents... Alors je dis, l'onglet dit smallpox, c'est sans doute un petit peu plus compliqué que cela. Les choses changent, évidemment, à partir du moment où la photographie arrive. Donc, je vous rappelle, 1839, apparition de la photographie, et je le dis dans ce contexte parce que c'est pas totalement anodin, parce que je n'ai entendu ça absolument partout. Je rappelle que quand la photographie apparaît, elle a un inventeur, il y a un brevet, le brevet est déposé, mais le gouvernement français décide d'acheter le brevet, considérant que cette invention est un grand progrès pour l'ensemble de l'humanité, et d'en faire don à l'humanité. Et donc, l'inventeur est bien rémunéré, la recherche a bien été rémunérée, et c'est l'État qui décide de faire en sorte que ça puisse bénéficier à l'ensemble de ceux qui pourraient en avoir besoin, sans distinction financière, etc. Donc là, on a des représentations tout à fait classiques, je dirais, de ce qu'on connaît bien de la maladie. Ça n'arrive pas très tôt, en réalité. Les premières images arrivent notamment avec la peste de Hong Kong, qui est un des derniers grands épisodes à la fin du 19e siècle. Et puis, je vais aller un petit peu vite, un des effets du changement même de la pratique artistique, c'est la représentation des effets de la maladie et de la pandémie, par exemple de la grippe espagnole, sur l'artiste lui-même ou sur ses contemporains, comme vous pouvez le voir par exemple dans cet autoportrait d'Edvard Munch, où il se représente ayant la grippe espagnole. Et donc il ne s'agit pas de représenter un corps malade de façon réaliste, il s'agit de représenter les effets psychologiques et morphologiques que peut avoir la maladie sur lui. Avec la volonté parallèle de faire en sorte que l'art puisse servir désormais, je prends des objets pratiquement contemporains du tableau de Munch, à éviter l'apparition de la maladie ou à la combattre. La maladie ou de phénomènes plus larges, je n'ai pas eu le temps vraiment de chercher des représentations très explicites de ce point de vue-là, mais je suis sûr qu'il y en a dans le domaine russe, avec ici des affiches qui correspondent au moment de la révolution et de la guerre civile en Russie, sur les questions de rapport entre nutrition et maladie, avec une volonté de changer les choses
qui correspond à une volonté plus générale, qui peut même passer par des moyens complètement abstraits, qui incitent au changement. Là encore, je suis sûr qu'il y en a contre la maladie, mais j'ai trouvé une image qui est de lutte contre le chômage, mais elle pourrait être utilisée de façon tout à fait différente. Et cette manière de concevoir les choses, rendre compte de la situation, de son effet psychologique et des possibilités d'en changer, on le trouve depuis ces années-là, depuis le début du XXe siècle, de manière tracée, de façon plus ou moins explicite. Ici, je ne prends pas une chose qui a à voir directement avec la maladie, mais qui a à voir avec le trauma. C'est l'effet des traumas de la Seconde Guerre mondiale sur des artistes, aussi bien aux États-Unis qu'en Pologne, avec voilà, ces œuvres de très grands artistes. Je termine juste avec un des moments qui est sans doute un des moments les plus importants de prise de conscience et de participation des artistes à un discours complexe et à une production d'images complexes autour de la maladie, qui est l'apparition du sida au début des années 1980, avec progressivement les choses se mettent en place en fait un petit peu plus tard que ce qu'on peut penser de ce point de vue-là, du point de vue de la pratique artistique. Il y a d'abord des réactions individuelles de qu'est-ce que le sida me fait ou fait à mon environnement, et donc comment est-ce que je peux rendre compte de cette situation. Et puis il y a surtout, d'une part, la volonté d'activisme d'un certain nombre d'artistes, c'est-à-dire la production d'images pour conduire à une prise en compte de la maladie et en particulier de la nocivité des discours sur la maladie qui tentent de dire, dans le cas du sida, que c'est uniquement une chose qui serait réservée aux homosexuels, qui serait uniquement liée à des pratiques dites déviantes et que le reste de la société, en gros, en serait complètement indemne. Donc il y a toutes les campagnes menées, en particulier par ACT UP, avec des artistes à l'époque aussi connus que Keith Haring. Mais il y a de façon peut-être plus complexe, plus subtile, des travaux qui consistent aussi à infiltrer l'espace public en y installant des objets qui ne sont pas des objets qui font la leçon, qui sont des objets qui simplement disent à un moment, ou des images qui disent à un moment, ou qui présentent à un moment une prise de conscience, enfin qui conduisent ceux qui les regardent à se poser des questions sur un certain nombre de choses. C'est le cas, par exemple, des œuvres réalisées par un groupe collectif d'artistes canadiens, General ID, au milieu des années 1980, fin des années 1980, dans lesquelles ils réinterprètent une des images les plus connues de la production d'artistes vivants aux États-Unis, qui est l'image Love, Amour de Robert Indiana, qui est suffisamment connue pour être même un timbre émis par le gouvernement américain et réémis chaque année depuis 1973, en remplaçant le mot amour par le mot sida. C'est aux spectateurs de faire le rapport de ce point de vue-là, et en arrivant à infiltrer effectivement l'espace public, soit de façon quasi illégale en mettant des grands panneaux, soit en le faisant directement dans le métro. Ici, on est encore avec un degré relativement clair de visibilité et de lisibilité. Deuxième effet qui, je pense, est intéressant, c'est celui d'une pratique collective dans laquelle la personnalité de l'artiste se dissout dans l'idée que chaque personne qui est affectée par la crise, en l'occurrence du sida, peut en faire des images qui sont des images commémoratives de ceux qui sont morts de la maladie et les mettre dans l'espace public, avec donc la grande réalisation du projet des noms, The Names Project, de 1987, avec la réalisation de patchwork qui sont faits par des individus qui ont perdu un de leurs proches. Parmi ces individus, on a des artistes très connus, on a aussi des gens qui ne sont pas artistes a priori, et tout cela est mis ensemble et désormais conservé d'ailleurs ensemble dans un musée et réexposé de façon... avec là, en l'occurrence, le fait que ça sert dans un projet qui est un projet militant, puisque le premier déploiement sur cet espace public phare états-unien est un déploiement à l'occasion d'une marche gay et lesbienne. Et puis d'une façon peut-être
plus complexe, plus subtil, mais pas moins efficace. Et je vais en terminer par là avant de passer la parole à Fabrice, qui, dans le domaine complexe, subtil, efficace, est bien mieux que moi. Cette œuvre de Félix González Torres, qui est réalisée alors qu'on commence à dire que l'épidémie a diminué, etc., et qui est juste, sans aucune légende, il n'y a même pas de titre, l'œuvre est sans titre, placardée à des dimensions variables sur des panneaux d'affichage et dans des espaces d'exposition ou dans d'autres espaces. Une image simple, je prends une des images que Félix González Torres a faites, qui est cette image d'un lit manifestement normalement occupé par 2 personnes et qui est un lit vide et qui correspond en fait à une expérience personnelle forte de Félix González Torres, à la fois de perte de son partenaire et puis de vie malade jusqu'à sa mort peu de temps après, de la réalisation de cette œuvre. Avec un lien à une citation concrète, mais en fait cette œuvre a été depuis réactivée, depuis qu'elle est entrée dans les collections du MoMA. Elle est affichée de façon récurrente à New York à telle ou telle occasion. Voilà pour une présentation historique un peu générale. Bon, alors, en fait, je vais commencer. Merci, Eric. En fait, je vais commencer par vous parler un peu d'un projet que j'ai, enfin, d'une réalisation que j'ai faite en 2002-2003, jusqu'à 2005. En fait, c'est une œuvre qui s'appelle L'Artère, qui est à la Villette, au parc de la Villette, pour toujours. Et en fait, c'était au départ, je vous raconte l'histoire de la jeunesse de ce projet-là. C'était une demande de SIDAction à l'époque de faire un monument pour les victimes du sida. Et pour les victimes de sida qui ont... voilà. Les victimes de sida. Et en fait, au lieu de faire un concours, en fait, ils ont fait... SIDAction a fait une consultation nationale pour imaginer quelles questions on posait avec ça. Et donc, quand mon tour est arrivé, j'ai dit, mais c'est peut-être plus intéressant de faire pas un monument aux morts, mais un lieu d'information pérenne sur ce qui s'était passé, sur l'action de lutte contre le sida. Et donc ça, c'était un peu une nouvelle façon de voir cette commande. J'étais en consultation, donc c'était facile de changer le cahier. Et donc, en fait, petit à petit, on a mis en place. Et donc, à ce moment-là, j'ai regardé dans l'histoire de l'art quelles étaient les figures. Et Eric en a bien parlé. En fait, il y a très peu d'éléments artistiques sur les figures des pandémies, de maladies collectives. Tout ça, c'est un peu complexe. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de choisir justement l'endroit où ça peut rester, même si un monument, par exemple, ça peut s'effondrer, ça peut disparaître, mais un sol, non. Un sol, ça reste toujours, on ne laboure pas une œuvre, quoi. Donc, en plus, c'est une œuvre avec du béton en dessous, et tout ça, donc c'est pas facile. Donc, j'ai imaginé faire un sol, et non pas une œuvre qui soit une œuvre moulée par un atelier, mais de façon, à partir d'un modèle de l'atelier, mais que je réalise moi-même tous les éléments de l'œuvre. Et j'ai imaginé raconter toute l'histoire de ce que moi j'avais vu par rapport au début de l'apparition du sida en 1980, quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit qu'en 81, j'avais 20 ans, mais moi ça m'a impressionné, je ne savais pas comment ça... Enfin, et donc j'ai essayé de voir petit à petit toute l'histoire du sida, et j'ai commencé à dessiner sur des carreaux de céramique qui avaient la couleur de la peau quand on prend une veine pour faire une prise de sang. Et donc j'ai fait faire des carreaux. J'ai trouvé une entreprise au Mexique qui était la seule au monde qui pouvait la faire. J'avais besoin j'ai fait 16 000 dessins sur des 16 000 carreaux de céramique que j'ai entièrement moulés, tous, les uns après les autres, et dessinés. Et j'ai même inventé une technique pour qu'on puisse marcher sur les carreaux sans se glisser, avec du verre fondu sur le carreau. Voilà, donc toute cette chose-là, je l'ai mis en place peu à peu. Et je vous montre plein d'images pour que vous puissiez voir un peu... les dessins, ça a duré pas mal de mois. J'ai fait tous ces dessins là-bas. Vous voyez, bon, il y a des dessins dans tous les sens, mais c'est bien par rapport à cette œuvre-là, parce justement, on la voit au sol. Elle est toujours au sol, donc on tourne autour, on marche dessus. Et cette œuvre à la Villette, en fait, c'est
on peut imaginer que c'est que des dessins, tous les dessins uniques. Petit à petit, en fait, mon idée, c'est qu'on puisse marcher dessus, et quand ça sera suffisamment usé, on peut imaginer que le virus aura disparu. Voilà. Et alors pour cette œuvre-là, j'ai inventé beaucoup de formes très diverses. Par exemple, ce personnage-là, que vous voyez un peu dans un sens, voilà, c'est l'homme cellulaire. Imaginez que l'homme est fait de plein de cellules, et en dessinant ça, en fait, ça devient une armure aussi. Donc cette forme-là, elle est récurrente dans ce travail. Là, c'est moi, plus jeune, et avec monsieur Henri Morel, qui était très actif pour le sida. En fait, je fais venir aussi des gens sur place, des acteurs de la scène de lutte contre le sida pour me parler en fait de tout ça. En fait, j'ai fait venir plein de gens. C'était le premier. Alors là, justement en bas dans les dessins, on voit des croquis, parce que pour faire le sol, en fait, comme c'est un espace public, je devais faire soit une pente de 10%, soit il fallait que je mette des barrières autour pour ne pas que les gens courent dessus. Donc les barrières, j'ai dessiné des entrejambes. Vous voyez, on voit les dessins d'entrejambes en bas. C'est des entrejambes avec une petite lumière rouge, et il y en avait 109. Petit truc comme le 109. Voilà. Voilà, alors là, c'est des dessins, vous voyez, c'était un très long travail. Donc, voilà. Il y a plein d'éléments différents. Ça m'a permis de faire une sorte de panel de toutes les formes possibles. Ça, c'était le musée Marco à Monterrey, au Mexique, qui m'avait offert des espaces pour travailler pendant plusieurs mois. Voilà, je passe assez vite, parce qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est des éléments médicaux, après, avec le singe vert, qui est une des possibilités des premiers virus. Enfin, voilà, mais vous savez mieux que moi. Hein. Là, c'est moi. Et toutes les images des amis qui disparaissent, les maladies, les cris, voilà, les cellules, des images médicales aussi. C'est les amis qui se... Voilà, le virus, des sortes de formation des virus. Là, c'est des grandes marguerites où les feuilles disparaissent, comme je t'aime un peu beaucoup, on voit des choses comme ça sur l'amour. Ça, c'est les trois corps. Il y avait le corps médical, le corps féminin, le corps masculin, voilà, qui se tournait autour d'un personnage. Une sorte de... Vous voyez, c'était mon atelier aussi à l'époque là-bas. Ça, c'était le moment où je saupoudrais la peinture de silice pour qu'elle devienne dure, et sur laquelle on pouvait plus, le dessin ne pouvait plus partir. C'est une représentation du virus, d'explosion. Là, c'est les cellules. Ça, à ce moment-là, j'ai rencontré tout un groupe de gens. Au Mexique, en fait, il fallait bien voir que en fait, ça n'existait pas, le sida. C'était une notion qui n'existait pas. C'était inconnu. On n'en parlait pas du tout. Et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai essayé de communiquer autour de ça. Comme j'étais français, j'avais une très bonne équipe autour de moi. J'ai commencé à en parler, en fait. Et j'ai rencontré quelques personnes qui ont été très actifs dans ça, et surtout un groupe de chercheurs qui avaient travaillé à Houston sur le développement des soins pour la maladie de la mère à l'enfant, pour le virus. Et donc je les ai fait venir. On a travaillé sur des formes pour mettre en... Parce que je voulais être assez précis sur les formes à mettre sur les dessins, quoi, évidemment. Voilà. Ça, c'est justement, c'est là où j'ai commencé à travailler beaucoup à communiquer sur le sida au Mexique. Et on a même créé une association de ça. Ça, c'est les premiers dessins montrés et finis, Marco. Ça, c'est le dessin de la maquette du lieu à Paris, avec ce ruban rouge dénoué, en espérant qu'il se dénoue. Voilà, et là, c'est l'installation à Paris, à la Villette, qui a duré plusieurs mois. Donc là, c'était un puzzle énorme. Vous imaginez bien, voilà. Vous voyez, tu me poses des questions, évidemment. Ça, c'est le voleur de cellules. On est en train d'installer tout ça. Voilà, je vous passe les images, mais c'était un casse-tête. C'était très intéressant. En fait, j'avais tellement de dessins que je les ai coupés un peu, je les ai redessinés. J'ai redessiné cette histoire en essayant de trouver une sorte de chronologie de gauche à droite, du début de 1981 jusqu'à 2010. Voilà. Voilà. J'ai eu beaucoup d'aide aussi. Ça commençait, voilà.
C'est toujours l'histoire du singe. Voilà, ça c'est l'œuvre finale, avec des vues d'en haut, comme ça, la nuit. Cette œuvre existe toujours, elle est toujours activée, en fait. Elle est renettoyée tous les ans, et puis tous les ans, il y a des interventions. En fait, elle sert de lieu de prévention, parce que pour moi, je pense que une des choses importantes pour activer des pandémies ou des maladies, en fait, c'est de prévenir en permanence, d'informer les gens, le public, le plus vite possible, en fait. Voilà, ça c'est là. Et depuis, vous voyez, ça c'est une des choses, parce qu'en fait, comme c'est des entrejambes, les petites colonnes autour, je fais tous les jours, tous les ans, enfin pendant quelques années, je fais 109 silhouettes, comme ça, autour. Voilà, ça donnait ça. De gens, et ça permet d'habiller, de faire que ça devienne un espace, en fait. C'est très curieux de faire qu'une œuvre devienne un lieu. En fait. Voilà. Donc, je parlais un petit peu de l'autre. Comment je fais pour sortir de ça? Ok. Autre. Sans gêne. Alors là, justement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec l'Institut Pasteur, parce que j'avais eu des chercheurs à l'Institut Pasteur qui m'avaient aidé pour travailler sur le virus du sida, pour trouver des formes et tout ça. Et après, en fait, j'ai imaginé pouvoir agir avec eux pour leur donner des informations, ou même pouvoir donner des images à leur recherche. Donc j'ai même créé un groupe à l'intérieur de l'Institut Pasteur qui s'appelle Organoïde, qui permet aux chercheurs de l'Institut Pasteur d'appeler des artistes pour leur donner des formes pour leur recherche. Quand c'est complexe, quand c'est pas facile à imaginer ou à dessiner, les artistes ils vont trouver la bonne forme, même abstraite. Donc voilà, j'ai développé ce projet-là. Et parallèlement, il y avait un bâtiment qui s'appelait le BIM, le bâtiment François Jacob, à l'intérieur de l'Institut Pasteur, qui était en construction. Ils m'ont demandé de faire une œuvre. Donc je leur ai offert un mur de dessin qui s'appelle Sans gêne. Parce que je pense qu'il faut être, comme un artiste doit être culotté, je pense qu'un chercheur doit être culotté aussi pour avancer, donc sans gêne. Et puis ces bâtiments, oui, sur les matériels génétiques, donc c'était un jeu de mots assez intéressant. Là, je suis en train de travailler avec professeur Schwartz, Olivier Schwartz, sur des dessins particuliers. Et ça, j'avais fait ce mur de porcelaine qui fait 20 mètres de haut sur 10 mètres de large, avec presque 1 millier de pièces. Ah oui. Je vais prendre des images rapidement. En fait, j'ai fait la même chose les deux fois, c'est très drôle, non? Tu t'en étais pas Pas du tout, je me rends compte là. Là, vous voyez, il y a des images d'ADN, tout ça, parce qu'en fait, je vous raconterai après, pendant le premier confinement, j'ai travaillé sur un autre projet, je vais vous montrer après. Voilà, là c'est tous les éléments, c'est à la fois un arbre, une ADN, qui construisent une architecture autour, vous allez voir à la fin comment ça donne. Les trous dans lesquels le carré, en fait, c'est une fenêtre d'un ascenseur. Voilà. En fait, le Pasteur aussi, c'était l'invention de Pasteur, c'était au moment aussi de l'invention du pendule de Foucault, donc il y avait tous ces mélanges de sciences à Paris qui étaient impressionnants, donc j'ai mélangé toutes ces formulations-là. Voilà, là c'est l'installation. Et voilà, ça c'est... Toc. Ça c'est le grand mur final de ce mur-là qui fait 20 mètres de haut, avec tout de haut en bas, les personnages à l'échelle jusqu'à une sorte de cosmogonie avec toutes les pertes et tout ça, toutes les choses. Voilà, cellulaire. Et voilà. Et en fait, pendant la dernière pandémie, je vais être assez court comme ça, on tranquille. En fait, pendant cette dernière pandémie, en fait, j'avais un projet avec la professeure Cossard, Pascal Cossard, de faire un livre sur les microbes. Parce qu'elle m'avait commandé de l'accompagner sur un projet. Et donc, pendant le premier confinement, elle a écrit le texte. Enfin, on avait signé juste avant, au mois de janvier 2020, on avait signé avec chez Olivier Jacob faire son bouquin. Et puis, la pandémie aidant, en fait, on a travaillé ensemble sur comment représenter l'invisible, en fait. Et donc, pendant presque un an, maintenant, on a mis ça en place. Et puis, le livre vient de sortir juste un instant. Et c'était un vrai travail pour moi de trouver les bonnes formes pour chaque élément de l'invisible. Et donc, en fait, voilà, je vous montre juste le livre. Il vient de sortir et il y a
il y a plein de documents où on trouve tout ce sur tout ce qui est sur les microbes et tout ça. Donc c'est super. J'ai adoré faire ce livre. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. L'idée, c'était aussi de laisser un temps. Y compris les questions par rapport à l'environnement qui est le vôtre. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'en particulier dans votre œuvre dont vous avez parlé pour le sida, vous disiez qu'elle serve à la prévention. Et on entend quand même beaucoup aussi les artistes dire que justement l'art, ça sert à rien, et que c'est parce que ça sert à rien que ça sert à quelque chose. Enfin, vous voyez, je sais pas si, la question utilitariste de l'art, je trouve que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ça, je suis d'accord. Non, mais justement c'est très... ça dépend, en fait, si... ça, c'est... moi, je travaille sur cette idée-là depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'une exposition doit être un lieu de travail, enfin, des choses comme ça. Donc, j'essaie toujours de faire exploser les limites comme ça. Et je pense que c'est pas moins utile de regarder une œuvre, en fait. De regarder une œuvre qu'elle serve à rien, c'est utile aussi. Mais c'est utile à un autre niveau, en fait. Et donc, quelquefois... l'œuvre qui informe ou qui déforme les choses, c'est de toute façon utile. Elle existe par ces formes différentes. Alors qu'elles soient sur lesquelles on puisse marcher, sur lesquelles... c'est ça le chose d'une œuvre qui est inaccessible et tout ça, c'est peut-être utile aussi, mais moi je pense que toutes les possibilités sont dans les œuvres. J'allais dire dans la nature, mais c'est pas loin. Je pense que ça me gêne pas du tout, ça. En fait, je pense même que justement, il faut s'accaparer les œuvres pour qu'elles soient... En fait, c'est un comportement. Chaque œuvre est un comportement, est issu de quelque chose qui est fabriqué. D'ailleurs, pendant la fabrication des œuvres, c'est toujours visible. C'est très important que le moment de l'œuvre soit un moment... Le moment de fabrication de l'œuvre, c'est un moment d'œuvre, c'est un moment d'art très important et qui permet de nouveaux comportements. L'artiste, il n'est pas là... tous les artistes sont différents, ils font tous, tous un comportement différent, et c'est pas normalisé. Et donc ça permet d'imaginer que le monde est très complexe, très différent. Moi je trouve que c'est une chose en plus, en fait. C'est pas, on fait pas tous la même chose, on fait pas tous un tableau sur un mur. Non, mais donc, ça veut dire... C'est ça. Non, mais c'est parce que la réflexion, c'est sur l'éloge de l'inutilité, au contraire. Enfin, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ce qui est essentiel est inutile. D'ailleurs, on l'avait vu là, que ce qui avait été dit inessentiel était en fait essentiel. Bah, bien sûr. Cette Bien sûr. période. Mais que justement c'était inutile par contre. Essentiel et inutile. Et là, vous faites un peu l'inverse, enfin pas l'inverse. Je monte le curseur de l'utilité à l'inutile, jusqu'au rôle l'inutile, 100%. Voilà, je pense que c'est ça. Et en fait, il y a toutes les choses, surtout l'art, ça permet de penser différemment, de voir les choses différemment, de donner un autre paramètre qui nous ouvre les esprits, en fait. C'est très important. Puis nous fait rêver, nous fait penser différemment, nous fait voir les choses avec joie ou avec une chose en plus. Il n'y a jamais de chose. Je pense que c'est jamais inutile. Une utilité... enfin, je sais pas, mais Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric ? Que c'est une question effectivement complexe, que le problème, quand on dit utile, on entend utilitariste en réalité. Et l'utilité, ça n'est pas la même chose que l'utilisation d'une manière absolument horizontale. C'est-à-dire que une œuvre d'art réussie, elle vous transforme d'une manière ou d'une autre sans que vous vous en rendiez compte. Donc, dans ce sens-là, elle peut être utile, ou elle est utile. Simplement, elle ne... Normalement, enfin, il y a des gens qui s'en servent de cette façon-là, mais elle n'est pas là pour que vous ayez plus d'argent, elle n'est pas là pour que... Enfin, ça va pas... elle n'est pas là pour vous nourrir physiquement directement. Après, elle peut faire ça
en plus où ça peut devenir une sorte de matériau. Et dans le cas du travail de Fabrice, je pense que la manière même dont les œuvres naissent avec un processus qui reste très visible comme une espèce de prise de notes, de réflexion qui se fait les outils à la main, avec un mélange absolument sans possibilité de complètement séparer ce qui est de l'ordre du geste, du faire, ce qui est de l'ordre de la réflexion, ce qui est de l'ordre de l'individuel complet, ce qui est de l'ordre du collectif, parce que dans ce processus-là, comme on l'a bien vu, les apports extérieurs sont constants, il y a un dialogue constant, et dans le travail de Fabrice, ce dialogue il est toujours très très présent. Fait que s'il y a une utilité, elle est de toute façon aussi dans la manière où, comme personne qui regarde ces œuvres, on perçoit tout ce processus et on est conduit à le refaire soi-même, à pas prendre un des éléments qui est vraiment important sur l'inutilité des œuvres d'art par rapport au fonctionnement des images dans la vie courante, enfin des images non artistiques. Je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'un tableau n'a jamais fait acheter un tube de dentifrice. En revanche, un tableau peut inciter à aimer mieux la personne avec qui vous vivez. Je ne sais pas comment dire quelque chose de... Est-ce que c'est utile aimer mieux la personne avec qui vous vivez? Si on est vraiment complètement utilitariste, on célèbre le bicentenaire de Flaubert en ce moment, et je pense au dictionnaire des idées reçues et de sa critique de la société bourgeoise. Si on est complètement utilitariste, non, ça ne sert à rien. Mais je pense que quand même, chacun de nous, on sait bien que ça sert fondamentalement. Donc, je ne sais pas pourquoi je prends cette métaphore-là ici, mais par exemple, est-ce que ça sert à mieux prendre... J'ai montré des images qui sont des images de propagande, par exemple, du rapport à la maladie. Elles ont plein d'utilités, et par exemple, le tableau de Gros, c'est un chef-d'œuvre de la peinture du début du 19e siècle. C'est un tableau extraordinaire qu'on peut regarder de plein de façons. Mais il a aussi cette utilité qui est celle de dire, voilà, Napoléon Bonaparte doit être votre empereur puisqu'il est capable de gérer correctement une épidémie de peste. Aussi bien que le Christ, grosso modo. Ça, c'est une utilité qui n'est pas très intéressante quand même. Mais ensuite, qu'on regarde ce tableau et qu'on voit ce que c'est que la maladie, comment on peut se rendre sensible à cette question-là à travers le tableau, et puis ensuite... comment ça fait communauté ou pas, quel type de communauté ça crée. Est-ce que c'est la communauté des malades? Est-ce que c'est la communauté des malades et des soignants? Est-ce que c'est une communauté qui intègre les autorités organisatrices ou pas? Enfin, et toutes ces choses-là, par exemple, dans l'artère, on les trouve pas avec le même vocabulaire que celui de Gros, parce que c'est un vocabulaire d'aujourd'hui, mais on les retrouve, ces questions. Et peut-être pour répondre, je termine par là, moi les œuvres d'art qui m'intéressent, c'est celles qui posent des questions et pas celles qui apportent des solutions. Ça, et voilà, et c'est très 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 utile les questions. Après, ça laisse les gens, enfin celles qui m'intéressent et celles qui laissent chacun d'entre nous apporter les réponses. Oui. Sur aussi un peu, finalement, une autre façon d'aborder la question d'utilité, je voulais avoir un peu votre avis sur... moi, je vais poser un peu une question du côté de la représentation articulée à la psychanalyse, et donc la représentation psychique. Et j'étais très intéressée par ce que vous disiez sur le fait de donner forme, puisque du côté de la psychanalyse, ce qui va faire trauma, c'est justement ce qui ne peut pas être représenté, l'irreprésentable, on va dire un peu vite. Et je me demandais comment vous, de vos deux classes un peu distinctes, mais qui en même temps ont un œil, j'allais dire, justement sur ce qui se fait de la représentation, est-ce que l'art est déjà en train enfin, je ne sais pas s'il faut dire l'art, mais en tout cas les artistes, de donner forme au vécu de cette pandémie-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'une activité de mise en forme et qui pourrait, sans que nous forcément on le sache déjà, soit une manière de traiter le trauma collectif qui a pu être vécu?
que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui il doit y avoir des choses sur l'idée du partage. Peut-être une œuvre faite par tout le monde. Il y a une chose comme ça, mais on le voit c'est déjà des choses qui sont suggérées comme ça, que peut-être que tous les gens vont faire partie d'une œuvre, enfin, vont fabriquer leur œuvre. Il y a peut-être une chose comme ça il faut être très très vigilant avec toutes ces formes qui vont apparaître là, oui. J'en suis sûr. Comme ça, ouais. Très responsable aussi, une œuvre responsable. Ou même de la production de l'œuvre comme responsabilité. Peut-être des choses comme ça, je ne sais pas. En fait, moi, je vous ai présenté ces œuvres-là parce qu'en fait, je pense qu'il faut imaginer que pour ici, ce soit des œuvres aussi dont la forme est inhabituelle. C'est pas forcément un monument. Ça peut être un truc haut, ça peut être une cabine, hein. Je ne sais jamais. Je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais rien, hein, je dis ça. Ou alors une soucoupe volante, je sais pas. Donc il faut imaginer, ou alors une danse, voilà. Mais il faut imaginer que il y a des formes différentes qui apparaissent, hein, comme ça. Parce que justement, on est tous pris dans une sorte de fourmilière, comme ça, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis, d'autres artistes qui pensent autre chose. Peut-être simplement, il y a des œuvres qui commencent à apparaître, y compris très explicites. Il y a en ce moment à Colmar, donc dans le lieu où est conservé le retable de Dissenach de Grunewald, il y a une grande toile qui fait, je ne sais plus, 5 mètres sur 4 à peu près, de Jan Peiming, qui s'appelle Pandémie. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première fois que Jan Peiming laisse voir le travail qui a conduit à l'œuvre finale. Et au départ, il était parti avec des images de crucifiés, parce qu'il y avait le retable d'Issenheim à côté, la tradition occidentale, etc. Des images de crucifiés au-dessus de tombes de masse. Pour lui, il était nécessaire de faire un tableau sur ce sujet-là. Et puis à un autre moment est arrivé un pangolin, et donc on était dans un truc plus... Enfin, je ne sais pas très bien comment, sauf que quand il en parlait, parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup parlé avec lui dans ces moments-là, enfin, de façon assez régulière, il me disait, mais oui, mais moi comme chinois, j'en ai marre qu'on me dise que c'est une maladie chinoise, etc. Donc c'était une manière de répondre comme ça. Et finalement, il ne reste rien de ce qui a occupé pendant des semaines l'artiste de ça. En revanche, il y a l'artiste lui-même en blouse blanche, alors vous en faites ce que vous voulez, mais et il y a une ville qui brûle derrière, qui ressemble à Shanghai, qui est sa ville natale. Mais là, je résume le tableau, il est plus complexe que ça. Je ne sais pas s'il est réussi ou pas, mais il y a des formulations. Après, il y en a forcément, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un projet conscient de représenter l'effet de la pandémie, mais il y en aura forcément dans tous les domaines artistiques, quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, on a tous été plus ou moins touchés. Après, qu'est-ce qui se passe collectivement autour de ça c'est autre chose. Quel film... Enfin bon, pour prendre un exemple assez simple d'une représentation qui a à voir avec le monde médical, dans une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec Thomas Lilti, le réalisateur de Hippocrate, il disait, moi mon problème c'est que là logiquement dans le dernier épisode de la 2e saison on voit apparaître des masques chirurgicaux de façon massive parce qu'il y a la pandémie, mais est-ce que je fais une 3e saison avec tout le monde masqué de façon continue? Comment je fais du cinéma avec ça? Comment j'arrive à faire en sorte que les acteurs puissent jouer vraiment, en dehors de petits moments comme ça? Comment je fais pour ne pas mentir par rapport à cette situation? C'est des questions très, très, très factuelles. Et comment je fais pour faire comme si cette situation-là n'avait pas existé, puisque je me suis moi-même mis dans la situation, en réalisant cette série, d'être très proche d'une situation réelle, y compris, alors pour en revenir aux questions d'utilité, avec comme préoccupation, comme médecin, de parler des conditions de travail du personnel soignant dans des situations difficiles, spécifiques, qui deviennent emblématiques,
Mais ça devient des questions très simples, pas très concrètes. Elles ne sont pas simples, justement, elles sont très concrètes. Mais oui, il y a des choses qui se préparent forcément. Bon, merci. Merci d'avoir pris... Merci à vous.